République. C'est à la banque que votre argent est le moins en sécurité. Vous avez bien compris. Au-delà du fait que les banques sont en faillite et que ça devienne de plus en plus compliqué de retirer ou d'envoyer des sommes importantes, il y a d'autres risques. Imaginez, lundi matin, vous souhaitez aller retirer. Vous allez à votre banque et devant le distributeur, vous entrez votre carte, tapez votre code, choisissez le montant et un message d'erreur s'affiche. C'est curieux. Je recommence, même résultat. Ça devient vraiment emmerdant. Je vais aller essayer ailleurs, j'ai essayé une autre banque, même chose. J'appelle mon conseiller bancaire qui me dit que, pour la simple raison que je suis citoyen français, mes comptes ont été gelés. Ça vous paraît fou? Et pourtant, c'est exactement ce qui vient d'arriver aux citoyens russes. Aujourd'hui, le peuple russe subit les décisions de ses politiques. Pour faire pression, l'OTAN a décidé de couper la Russie du système bancaire mondial. Ce qui veut dire que si vous êtes citoyen russe et que vous êtes en dehors de la Russie, vous n'avez plus accès à vos comptes bancaires. Vos comptes bancaires à l'étranger sont fermés, impossible d'envoyer ou de recevoir des fonds. Vos cartes Visa et Mastercard ont été gelées. On voit ici qu'on est à la merci des décisions de nos gouvernements. Et ce n'est pas le seul exemple. L'été dernier, au Canada, les citoyens canadiens qui ont décidé de manifester pour défendre leurs libertés fondamentales se sont vus geler leur compte bancaire. Et ce genre d'abus de pouvoir va devenir extrêmement facile pour les États ou les élites, avec un outil qui arrive très prochainement dans 80% des États du monde. Et cet outil, ce sont les monnaies numériques de banque centrale. On va appeler ça des MNBC. Qu'est-ce que c'est ? La volonté des États aujourd'hui et des banques est de faire disparaître le cash. En faisant disparaître le cash, on va le remplacer par une monnaie digitale, mais qui n'est pas comme une crypto-monnaie décentralisée, qui là pour le coup est centralisée, ce qui veut dire qu'une entité la contrôle. Et cette entité, ce sont les banques centrales. Le danger avec ces monnaies numériques de banque centrale, c'est qu'elles sont centralisées, mais aussi contrôlables. Et on peut émettre des conditions pour accéder à son argent. Ces conditions pourraient être, d'une part, vos opinions politiques, vos données de santé, si vous voyez ce que je veux dire, vos comportements d'achat, votre consommation de carbone, vos comportements sociaux. C'est terrifiant. Et une monnaie numérique de banque centrale, ça peut être également périssable. Dans une dynamique où on voudrait proposer au peuple un revenu universel, on a également entendu l'idée que ce revenu universel pourrait être périssable. Ce qui veut dire qu'en début de mois, on vous envoie un SMIC, 1 200 €, mais vous avez un mois pour le dépenser. À la fin du mois, ce que vous avez économisé disparaît. Et on décide ce que vous pouvez acheter avec cet argent. Les MNBC seront en phase de test en Europe en septembre 2023, d'après la BCE, et devraient être live en 2025. Et ces idées, elles viennent surtout d'une élite qui s'appelle le Forum économique mondial, qui représente les chefs des gouvernements et certains grands acteurs. Et le Forum économique mondial a un grand projet que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle le Grand Reset. Et dans ce grand projet, un des grands slogans est le suivant: vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Pas moi. En tant qu'investisseur, ça fait peur. Et je vois des visages qui se décomposent, surtout restez avec moi. On a une solution. Heureusement, en 2009, un anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a fait un cadeau magistral au monde. Et ce cadeau, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, vous savez sûrement que c'est une crypto-monnaie, mais avant d'être une crypto-monnaie, Bitcoin, c'est un protocole, c'est un code autonome, indépendant, qui a été lancé en 2009 et qui depuis tourne tout seul. Ce code, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas le censurer, on ne peut pas le corrompre. Et sur ce code repose une devise numérique
décentraliser une crypto-monnaie qui était la première dans son genre, c'est le Bitcoin. Ce que le Bitcoin vous permet avant tout, c'est de reprendre le contrôle de votre argent. C'est une devise qui va vous redonner du contrôle, de la souveraineté sur votre argent. En reprenant le contrôle de son argent, on peut également devenir sa propre banque. Ici, dans l'idée de décentralisation, on va pouvoir se passer d'une institution, d'une instance centrale, et chacun devenir sa propre banque, s'échanger de la valeur et se faire confiance sans la banque. Et en possédant des bitcoins, vous allez pouvoir les stocker par exemple sur une petite clé Ledger comme on voit sur cette image. C'est un portefeuille qui est lui aussi décentralisé, donc insaisissable. Pour y accéder, bien sûr, il y a un code, et si jamais vous le perdez, vous avez une phrase que vous pouvez rentrer dans un nouveau Ledger pour récupérer votre portefeuille. Donc aucun risque. Alors Bitcoin, c'est une devise qui vous redonne du pouvoir, une devise, mais c'est également une réserve de valeur. Alors vous me direz, oui, mais pour ça, on a déjà l'or, on a déjà l'art, on a d'autres choses. Ok, alors comparons. On dit du Bitcoin qu'il est l'or 2.0. Il y a des similitudes entre l'or et le Bitcoin déjà. Pour qu'une monnaie soit considérée, enfin plutôt un asset soit considéré comme une valeur réserve mondiale, il faut d'abord qu'elle soit reconnue mondialement. C'est le cas de l'or, c'est le cas du Bitcoin qui est la monnaie de réserve d'Internet. L'or est durable. Il est difficile à détruire, le Bitcoin est impossible à détruire. Et il y a des choses que le Bitcoin fait mieux que l'or. Premièrement, il est beaucoup plus transportable. Imaginez, vous souhaitez changer de pays, vous emmenez votre fortune avec vous, et vous voulez passer la frontière avec votre or. Au contrôle de sécurité à l'aéroport, on vous demande si vous avez un objet métallique, un objet coupant. Non, mais j'ai 10 plaques dans mon sac à dos. Impossible. Avec du Bitcoin, votre clé Ledger dans votre poche, rien à éclairer, vous traversez le monde tranquillement. Le Bitcoin est beaucoup plus liquide. On peut diviser un Bitcoin en 100 millions d'unités. Et cette unité s'appelle un Satoshi, ce qui veut dire qu'on peut acheter des choses qui coûtent seulement quelques centimes avec des portions de Bitcoin. Pour l'or, il faudrait le faire fondre, l'envoyer, et surtout, il y a des risques que votre or n'arrive pas à destination. La divisibilité, c'est sensiblement le même sujet. Si je dois appuyer sur la liquidité, c'est plutôt pour expliquer que votre Bitcoin, vous pouvez l'acheter, le revendre, le faire circuler, l'envoyer facilement. En termes de sécurité, l'or est cher à sécuriser. Mais il est facile de vous le voler. Alors que Bitcoin, reposant sur un protocole décentralisé, est impossible à voler s'il n'est pas stocké sur un portefeuille centralisé ou un échange. L'or est saisissable. Au cours du dernier siècle, il est arrivé 5 fois qu'un État saisisse l'or du peuple pour ses propres intérêts. C'est arrivé, il me semble, 2 fois aux USA, 1 fois en Grande-Bretagne et 2 fois ailleurs. Et les seules choses qui n'avaient pas été saisies étaient les bijoux. Eh bien, le Bitcoin est insaisissable. Si demain vous ne plaisez pas à votre gouvernement, il ne peut pas vous prendre vos Bitcoins. Par contre, il y a quelque chose que ni l'or ni le Bitcoin ne sait faire, c'est l'anonymat. Quand on possède de l'or aujourd'hui, si on l'achète ou on le revend, on est tracé, on est censé déclarer ce qu'on possède, donc on ne peut pas le cacher. Et le Bitcoin repose sur un protocole qui est transparent, ce qui veut dire qu'on sait exactement qui fait quoi. Si vous souhaitez blanchir de l'argent ou financer quelque chose qui est criminel, on vous verra. Par contre, là où il y a une énorme valeur ajoutée, c'est sur la notion de rareté. L'or n'est pas rare. Je sais, ça peut surprendre. L'or n'est pas rare. On est capable de miner autant d'or qu'on le souhaite. Simplement, on a limité son inflation à 2% par an. Alors que le Bitcoin est limité. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Pas un de plus. Et c'est d'une importance capitale. Vous savez sûrement que quand quelque chose est rare, si sa demande augmente, sa valeur augmente également. C'est le cas pour le Bitcoin. Et en fait, c'est tout l'opposé de notre devise. L'inflation, ça vous parle? Et là, l'inflation, ça vous dit quelque chose? L'inflation, comme on nous la vend dans les médias, ce serait l'augmentation des prix de la consommation. Et d'après l'INSEE,
en 2021, les prix de la consommation auraient augmenté seulement de 2,8% en moyenne. Ça vous paraît cohérent, vous? Pas vraiment, hein. En fait, ce qu'on voit ici, c'est l'indice des prix de la consommation. Et cet indice, il est calculé sur un panier moyen. Donc on a commencé cette méthode de calcul il y a environ 40 ans et on a pris un panier de ce qu'on consommait en moyenne dans une année. On a constaté l'évolution des prix d'année en année. Jusque-là, ça fait sens. Oui, mais il y a un hic. Dans ce panier, au fil du temps, on a retiré ce qui coûtait de plus en plus cher. La viande, les produits frais, on les a remplacés par des steaks de soja. Alors, la vraie inflation, qu'est-ce que c'est? La vraie inflation, c'est la dévaluation de votre monnaie. C'est l'impression monétaire. La charte que vous voyez ici, c'est la masse monétaire en dollars. C'est l'ensemble des dollars qui existent en circulation dans le monde. Et si vous regardez de plus près, à partir de 2020, on a vu l'inflation du dollar partir en flèche. Depuis la crise du Covid, et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que les banques centrales impriment de plus en plus, donc sur l'année 2020, on a imprimé 20% de tous les dollars qui existaient en circulation. Et en 2021, rebelote, encore 20% qu'on va imprimer. Ce qui veut dire qu'en moins de 3 ans, vous avez perdu 50% de votre pouvoir d'achat. C'est cadeau. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que si votre argent n'est pas placé sur un actif qui performe d'au moins 20%, vous perdez du pouvoir d'achat. Et c'est valable pour nous aussi, puisque le dollar aujourd'hui est la valeur réserve mondiale. Donc toutes les monnaies du monde, dont l'euro, sont adossées au dollar. En plus du fait que l'euro se dévalue face au dollar aujourd'hui. Alors comparons. Ici, c'est une moyenne des rendements sur les actifs principaux sur les 5 dernières années. On voit que le Bitcoin a performé en moyenne de 336% par an, donc x 4,3 depuis 5 ans en moyenne chaque année. L'or 10%, le S&P 17%, le Nasdaq 27%, donc ce sont les marchés boursiers américains, Amazon 37%, Tesla 183% qui a très bien performé, et l'immobilier dans tout ça. Alors d'après meilleurargent.com, l'indice des prix de l'immobilier, en France, les prix de l'immobilier auraient augmenté en moyenne de 4% par an depuis 5 ans. Oui, mais avec l'immobilier, on a des avantages. Le bien prend en valeur, on touche des loyers et surtout, on fait levier avec la banque. Donc, on contre très largement l'inflation. Mais quand vous avez 100% d'apport à déposer en capital, on voit que le Bitcoin surperforme largement tous les autres actifs. Et là, c'est sur 5 ans. Sur 10 ans, ce n'est pas 300%, mais 700%. Et j'ai retiré les 5 premières années puisque c'était trop exponentiel, pas représentatif pour les prochaines années. Alors en somme, on peut dire, sans doute, qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est la meilleure réserve de valeur du monde. Et le meilleur outil pour protéger votre argent. Et ce que Bitcoin a apporté, ce n'est pas seulement donc une valeur réserve et une devise décentralisée, c'est une technologie. Et cette technologie, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Imaginez un livre comptable, un livre avec 2 pages blanches, dans lequel on va d'abord dessiner un rectangle. On va appeler ça un bloc. Et dans ce rectangle, on va écrire toutes les transactions réalisées sur le réseau Bitcoin les unes après les autres, jusqu'à remplir ce bloc. Et on va suivre tout ce qui se passe sur le réseau. Dès que ce bloc est plein, on en dessine un deuxième à côté et on commence à le remplir. Et ainsi de suite. Tous ces blocs à la chaîne, ça représente donc une chaîne de blocs, une blockchain en anglais. Ce que la blockchain apporte, c'est avant tout de la transparence. Comme je vous l'ai dit, sur le réseau Bitcoin, on est capable de voir exactement ce qu'il se passe. Et au-delà de la transparence, on amène de la décentralisation. Cette technologie va permettre d'enlever un acteur qui soit central. Ça peut être la banque, ça peut être l'assureur, ça peut être le notaire, désolé Nuno. Et cette décentralisation, elle va apporter de la confiance dans les acteurs, de la sécurité, et elle est incensurable. Alors en 2014, il y a une entreprise qui s'est posé les bonnes questions et qui s'est dit, mais si on arrive à faire ça avec l'argent, on doit pouvoir le faire avec toutes les industries.
Et c'est comme ça qu'est né Ethereum. Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième plus grosse valeur en crypto-monnaie, c'est une infrastructure. C'est une entreprise qui a voulu rendre programmable la blockchain et faire en sorte qu'on puisse construire des applications sur la blockchain. Donc Ethereum, c'est une blockchain qui est indépendante de Bitcoin. Et sur Ethereum, aujourd'hui, repose un écosystème d'entreprises sous forme d'applications. C'est-à-dire que toutes les entreprises du monde aujourd'hui peuvent vouloir construire leur business sur une blockchain pour bénéficier de la transparence, de la confiance, de la sécurité, etc., grâce à des technologies comme Ethereum. Et pour qu'Ethereum fonctionne, il émet aussi une crypto-monnaie qu'on appelle l'Ether. Donc, le Bitcoin était une valeur réserve. Ethereum et les applications construites sur Ethereum sont plutôt des outils spéculatifs. Mais on n'achète pas n'importe quoi. Posséder de l'Ethereum, c'est comme acheter une part d'Internet. C'est comme posséder une part de l'Internet de demain. Sur Ethereum va reposer toutes les entreprises du monde. On peut spéculer sur Ethereum, qui est l'infrastructure elle-même, puisque tout transite par cette entreprise, mais on peut aussi spéculer sur les applications qui sont construites dessus. Chaque application a créé un jeton, une crypto-monnaie, qui a un usage qui diffère suivant l'application. Et Ethereum, ce n'est pas la seule blockchain, ce n'est pas la seule infrastructure programmable. Il en existe d'autres. Aujourd'hui, Ethereum, c'est de très loin la plus grosse. Mais il existe des concurrents, comme Cardano, Avalanche, Solana, Luna, Hashbar, Algorand, Near. Et toutes ces entreprises sont en compétition pour devenir le leader, la fondation du monde de demain. Elles vont être en compétition suivant 3 critères, qui vont être le niveau de sécurité qu'elles proposent, le niveau de décentralisation et la scalabilité, c'est-à-dire le nombre de transactions par seconde qu'elles peuvent supporter. C'est un trilemme, il est impossible d'avoir les 3 à 100%. On doit faire des compromis. Et c'est pour ça que certaines blockchains ont des avantages par rapport à d'autres. Eh bien, ces blockchains, qui sont des infrastructures, sont une énorme opportunité spéculative. Et on les voit les unes après les autres exploser. Alors, tout ce que je vous dis ici n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente ici ce qui est pour moi l'opportunité la plus simple à saisir. Et je vais vous présenter 3 autres secteurs qui, d'après moi, vont performer dans les années à venir. Tout d'abord, ces infrastructures ne peuvent pas communiquer les unes avec les autres. Et c'est un problème. Dans un monde où on veut construire un Internet, ou du moins des entreprises qui soient décentralisées et qui doivent communiquer entre elles, on a besoin de ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ça va être toutes les entreprises qui vont permettre à ces infrastructures de communiquer. Alors, quelques exemples. Vous pouvez prendre une photo. Je serais content de l'avoir, celle-ci. Dans l'interopérabilité, il y a des crypto-monnaies, plutôt des entreprises, des startups sur lesquelles on peut spéculer, puisqu'on achète des entreprises, tout comme un business angel. Comme par exemple Chainlink, le premier logo en bleu, Rune ou Polkadot. Ces entreprises vont permettre de faire transiter des informations, des données du monde externe à la blockchain, de les faire passer d'une blockchain à une autre, d'échanger des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Un deuxième secteur, qui pour moi va connaître une croissance folle, c'est ce qu'on appelle le Web 3.0. Aujourd'hui, sur Internet, le Web 2.0, on peut consulter des informations et en partager. Sur le Web 3.0, vous allez posséder vos données et vous allez posséder des parts d'Internet. Aujourd'hui, vos données sont exploitées, vendues par des sociétés comme Google, Amazon, Facebook, etc. Votre attention est monnayée, monétisée, et vous n'en touchez pas les bénéfices. Avec le Web 3.0, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos données et être payé si votre attention est monétisée. Il existe des entreprises comme Filecoin, Theta ou The Graph, que je vous ai listé ici, et d'autres, qui vont aider à décentraliser vos données, la bande passante, le streaming, les moteurs de recherche, etc. Et enfin, un troisième secteur qui existe déjà depuis quelques années, mais qui n'a pas encore connu sa vraie croissance, c'est ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Et dans la finance décentralisée, on voit beaucoup de modèles se développer. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ? Tous les principes de finance décentralisée vont appliquer la finance traditionnelle en enlevant les acteurs centraux, comme je vous ai dit, la banque, ou Wall Street, ou un assureur. Et il existe des entreprises comme
dans l'ordre Mirror protocole, qui vous permet d'acheter vos actions en bourse sur une blockchain. AV, qui permet de prêter ou d'emprunter des crypto-monnaies de particulier à particulier, d'être rémunéré si vous prêtez. Et même concept pour l'assurance avec Unslashed, qui vous permet d'assurer quelqu'un et d'être rémunéré pour le faire, ou d'être assuré. Alors, ça fait pas mal d'opportunités à saisir. Il faut vraiment bien étudier son sujet. Avant tout, j'aimerais savoir combien d'entre vous ont investi dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut éclairer la salle, s'il vous plaît? Alors, levez la main, tous ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies déjà. Ah ouais, quand même. C'est 2 fois plus que ce que j'aurais imaginé. La puissance. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Ceux qui ont investi avant 2021, avant janvier 2021, baissez la main. Il reste 10%. Les autres, vous pensez que c'est trop tard? Aujourd'hui, seulement 3,8% de la planète possède des crypto-monnaies, environ 300 millions de personnes. Et la moitié d'entre eux ont acheté à partir de 2021. La croissance devient exponentielle, mais il reste encore une grosse marge de manœuvre. Aujourd'hui, vous avez une loi qu'on appelle la loi d'adoption, ou plutôt l'effet de réseau, qui dit que toute technologie va gagner en valeur en fonction de son nombre d'utilisateurs et du nombre de transactions qu'elle va supporter. Et bien pour les crypto-monnaies, c'est la même chose. Ça a été le cas pour Internet, pour le fax, le téléphone, l'email. Je vous donne un exemple, le téléphone. Quand il n'y avait que 2 téléphones, ça n'avait pas de valeur. Il fallait se déplacer jusqu'à un téléphone pour pouvoir communiquer avec une seule personne. Mais par contre, à partir du moment où des millions de personnes possèdent un téléphone, tout le monde peut communiquer, plus besoin de se déplacer, et tout le monde peut interagir avec tout le monde. Et là, on a une technologie qui a de la valeur, qui est adoptée. Pour les crypto-monnaies, c'est la même chose. Et la blockchain et les crypto-monnaies, c'est une révolution. Une révolution passe par 3 étapes, toujours. D'abord, elle est ridicule, ensuite elle est dangereuse, et enfin elle est évidente. Pour le Bitcoin, ridicule, c'est pour les geeks. Dangereux, ça finance le terrorisme, le blanchiment d'argent, ça pollue la planète, ça met à mal le système financier mondial. Évident, les particuliers l'adoptent, les banques aussi, les États acceptent qu'on paye les impôts en Bitcoin. Ils en font une monnaie légale. Les entreprises comme Tesla ou MicroStrategy achètent pour des milliards de dollars de Bitcoin pour assurer leur trésorerie à l'avenir. Parce que chacun comprend l'intérêt de la blockchain et des crypto-monnaies. Et cette opportunité, c'est la première fois dans l'histoire que le peuple dispose, avant les États, d'une opportunité financière et spéculative telle. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a le pouvoir avant les États et qu'on peut s'enrichir avant eux sur un modèle. Il faut le saisir. Cette révolution, c'est aussi le plus gros transfert de richesses, de capitaux de l'histoire. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans un océan financier. 1000 milliards de dollars, en anglais on dit 1 trillion. Les crypto-monnaies 2 fois plus, 2 trillions de dollars. Mais l'or déjà, l'or, c'est plus de 10 fois la capitalisation boursière de Bitcoin, 11,5. Ce qui veut dire que la valeur juste de Bitcoin aujourd'hui, qui a le même usage et qui répond mieux aux besoins, serait de 500 000 $. La bourse, c'est 100 trillions de dollars, l'immobilier, 350, les produits dérivés, 1000 trillions de dollars. Les produits dérivés, ce sont tous les produits d'investissement que vos banques ou vos assurances vous vendent. Et le Forex, donc les échanges de matières premières ou de devises, 2400 trillions de dollars. Ça, c'est la finance. Si 1% de la finance traditionnelle devient décentralisée, ça nous donne un Ethereum à... Devinez combien? Donnez-moi des prix. Le juste prix? 60 000 $. 20 fois plus qu'aujourd'hui. Avec 1% de la finance mondiale. Donc on fait le comparatif. Depuis le début, on a mis de front la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir se passer de ces acteurs qui finalement ont le contrôle, nous dictent les règles. Et être capable, grâce à la DeFi, de s'échanger de la valeur de particulier en particulier. Alors, en somme,
On a vu 3 grands concepts. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il faut reprendre le contrôle de son argent. Et on peut contrer l'inflation et déjà obtenir un très bon rendement en achetant du Bitcoin. Et Bitcoin est probablement la meilleure réserve de valeur mondiale. Ensuite, on a vu qu'il y a des opportunités spéculatives folles. Je vous donne quelques exemples. Quand j'ai découvert Ethereum, en 2015, il était à 82 centimes. Je l'ai acheté à 5 $, et depuis, il a fait x 800. D'autres exemples, ceux qui ont été capables d'acheter ce qu'on appelle le bottom du cycle, donc la fin du marché baissier fin 2018, ont aussi également réalisé des énormes plus-values. Par exemple, fin 2018, j'ai acheté VeChain et Cardano tout en bas, et d'autres valeurs qui ont été multipliées par 100 ou 300. Et ces opportunités spéculatives, il y en aura d'autres. Il faut faire ses recherches, être patient et savoir les acheter au bon moment et les revendre au bon moment. Et enfin, on a vu un troisième concept, c'est qu'on peut obtenir des rendements qu'on n'aurait nulle part ailleurs grâce à la finance décentralisée. Alors bien sûr, c'est encore volatile, c'est un petit marché. Il faut savoir dans quoi on investit, il faut savoir quoi acheter, quoi vendre, comment le revendre, comment l'acheter. Il faut comprendre les cycles, la psychologie d'un marché, votre psychologie, avoir des stratégies. Mais tout ça, c'est accessible. Alors pour conclure, j'ai une question pour vous. Et cette question, c'est: et vous, allez-vous prendre part au plus gros transfert de richesse de l'histoire? Merci.